Chers amis, bonjour. J'ai lu un truc sur mon mur Facebook ce matin au sujet de François Hollande et quelqu'un lui reprochait de... Il se trouve que François Hollande est allé au festival Solidays, donc Solidays étant un festival qui vient de se terminer, qui a la particularité d'avoir pour thème la lutte contre le sida. Donc prévention, le soutien à toutes les associations, etc. Donc il y a eu un record de fréquentation. Il y a eu Bill Gates qui est venu l'inaugurer, et puis il y a eu François Hollande hier. Alors au sujet de Bill Gates, je vais en parler ce sujet-là. Il y a des gens qui ont trouvé peut-être déplacé qu'il y soit ou qui n'ont pas compris. Alors moi je sais d'où ça vient. Ça vient de chez moi en fait. Ça vient de chez moi et je reconnais que c'est pas stupide comme démarche. La raison pour laquelle il est venu inaugurer Solidays, c'est simplement parce que il se trouve que dans une de mes dernières vidéos, enfin de mes dernières, il y a quelques vidéos, non c'était sur mon blog, excusez-moi, c'était sur mon blog, j'ai rédigé un article extrêmement important au sujet des fondations, et j'ai expliqué que les fondations aujourd'hui, pas toujours, mais quelquefois, les fondations servent à certaines multinationales pour redorer leur image et pour donner justement à leurs actionnaires aussi, parce que leurs actionnaires se font couillonner de la même façon en pensant que l'entreprise est parfaitement vertueuse, alors qu'en fait ce sont des gens qui commettent des écocides quelquefois. Donc c'est parfaitement ce que je persiste parfaitement dans ce que je dis, que assez souvent malheureusement les fondations servent effectivement à redorer leur image. Et donc la raison pour laquelle Bill Gates était présent pour inaugurer Solidays, c'est parce que lui, justement, d'une certaine façon, est assez représentatif d'une multinationale qui a une fondation dans cet objectif. Mais il faut bien reconnaître que ça n'est pas parce qu'une entreprise, une multinationale, crée effectivement une fondation que l'objectif premier de cette fondation relève du mensonge, je veux dire, ou de la manipulation vis-à-vis des gens qui sont soit actionnaires, soit qui achètent les portables, etc. En l'occurrence, ce qui est son cas à lui. Donc moi, je lui renvoie la balle. Donc j'entends bien l'interpellation. J'entends bien l'interpellation. Et moi, je lui réponds la chose suivante. C'est que, jusqu'à preuve du contraire, tout le domaine de l'informatique, alors c'est pas bon uniquement pour lui, mais pour toutes les multinationales qui sont concernées par les fabrications de portables, télévisions, etc., et qui sont des grands consommateurs de ce que l'on appelle les terres rares. Alors les terres rares, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce sont des endroits sur la planète, donc notamment en Afrique et au Brésil, je crois, mais dans d'autres pays encore. Ce sont des endroits où se trouvent des minerais extrêmement précieux et qui ne sont utilisés que dans l'informatique, c'est-à-dire pour les puces, pour les cartes mères, etc., etc. Et donc, c'est un problème extrêmement grave parce que là encore, c'est un problème d'écocide, effectivement. C'est un problème extrêmement grave, un problème d'écocide. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce que l'on peut faire, si Bill Gates, justement, est d'accord, moi, j'entends très bien et je le crois de bonne foi, moi, je lui propose, justement, d'investir particulièrement dans le recyclage des téléphones portables, et dans le recyclage de tout ce qui est informatique. Alors sur le sujet, il y avait eu une émission absolument extraordinaire qui avait été faite, un documentaire qui avait été fait, faut que je le retrouve. Alors je vous explique ce qui se passe en fait. Alors il a été fait notamment inspiré par moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui relèvent vraiment de l'international pour le coup. Dont on ne trouvait pas le cheminement à suivre techniquement pour arriver à comprendre comment ça se passait. Un exemple, les déchets électroniques, électroménagers, électroniques. Par exemple, derrière un frigo, derrière à l'intérieur d'une télévision ou d'un ordinateur, il y a des métaux et il y a des composants extrêmement précieux qui doivent être recyclés. Dans ce documentaire dont je vous parle, eh bien, c'est l'Espagne qui avait fait ça et j'avais trouvé ça vraiment bien.
alors qu'il existe des filières de recyclage officielles, hein, donc vous pouvez, si vous déposez par exemple votre ordinateur ou vos électroménagers chez Darty, c'est effectivement recyclé. Mais il se trouve que justement en Espagne ils ont fait un truc super intéressant, c'est qu'ils sont allés mettre des émetteurs dans un ordinateur, dans un réfrigérateur, dans un portable, enfin je sais plus exactement lesquels. Et donc tout ça est expliqué dans le documentaire. C'est absolument passionnant. Et c'est moi qui avais donné cette idée, si mes souvenirs sont bons, de coller un émetteur dans ces trucs. C'était pas, j'avais donné cette idée-là, pas spécialement pour ce truc-là, c'était au sujet d'autre chose, je crois. Mais ça permet de comprendre, justement. Et donc, ils ont déposé ces trucs-là, ces appareils-là, dans des endroits qui sont effectivement, qui étaient effectivement prévus pour aller vers le recyclage officiel. Donc, en théorie, vous déposez, moi la première, hein, je me serais fait avoir, je veux dire, je me débarrasse d'un truc, je vais le mettre chez Darty, je me dis, bon, ben, ça va être recyclé dans la filière normale, c'est tout à fait logique, quoi. Donc ça va pas aller dans la nature, ça va pas polluer l'environnement, etc., etc. Donc ils ont fait ça, je sais pas, sur au moins une vingtaine d'ustensiles électroménagers, et donc une fois que ça a été mis dans les décharges, eh bien ils se sont, évidemment, avec l'émetteur qui était à l'intérieur de l'appareil, ils ont pu faire, avec la géolocalisation, suivre le cheminement de chacun des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Génial. Génial. La démarche a été absolument extraordinaire. Et là, de quoi se sont-ils aperçus? Eh bien, ils se sont rendus compte, par exemple, que entre, par exemple, certains travailleurs émigrés, donc je sais par exemple que les Roms, quelquefois le font, vont dans certaines décharges, ouvrent, parce que c'est un problème aujourd'hui, y compris en France, les décharges officielles où se trouvent ces électroménagers qui attendent donc d'être recyclés officiellement, et donc ne pas polluer se trouvent volés, c'est-à-dire que les grillages sont coupés à la... J'ai une mouche qui m'embête. Les grillages se trouvent sectionnés avec des pinces, et évidemment, les gens qui cherchent à gagner un peu d'argent pour sortir de la misère coupent et viennent voler l'électroménager pour récupérer les métaux lourds, les revendre au noir, etc., etc. Voilà. Et du coup, évidemment, la carcasse de l'appareil en question sort de la filière officielle et se retrouve balancée dans la nature et pollue la nature. Et du coup, sur la vingtaine d'appareils électroménagers qui avaient été pucés comme ça, je sais plus, mais il y avait plus de la moitié en fait qui repartait dans la nature, quoi. Alors qu'à la base, il avait été bien déposé de façon consciente et volontaire par un consommateur qui avait super bien réagi et qui l'avait donc mis au bon endroit. Alors, si Bill Gates est de bonne foi, ce que je crois, effectivement, eh bien, moi, je lui recommande de se mettre en relation avec le site Basta, par exemple, qui va leur indiquer qui va lui indiquer la marche à suivre pour pouvoir justement lutter contre ça. Alors, c'était une émission absolument passionnante parce que justement ça mettait l'accent sur les filières de recyclage officieuses de ces carcasses de produits électroménagers qui, au lieu d'être réparés, donc font carrément les choux gras de différentes mafias internationales. Donc vous avez par exemple des endroits sur Terre où vous avez des décharges à ciel ouvert de déchets électroménagers qui polluent, quoi, donc notamment en Chine, enfin évidemment dans les pays où l'écologie est à peine balbutiante, évidemment les mafias s'en donnent à cœur joie, quoi. Alors moi je propose à Bill Gates de travailler en collaboration avec les gens qui sont compétents et je le crois moi personnellement de bonne foi. Alors oui évidemment il y a des gens qui me diront oui c'est un peu facile de croire de bonne foi, c'est pas parce qu'on est plein de thunes qu'on est systématiquement mauvais non plus, hein. Moi je connais des gens vous savez qui sont pauvres et qui comme on dit dans le pays de Caux, valent pas la corde pour les pendre. Oui, j'exagère un petit peu, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il suffit pas d'être pauvre pour être quelqu'un de bien et d'être riche pour être quelqu'un de mauvais et de méchant et de... Non, c'est infiniment plus complexe que ça, je pense. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le message pour Ivan Gattaz. Pas pour Ivan Gattaz, pour Bill Gates, pardon. Si je commence à mélanger les deux, ça va pas aller. Bon, pendant que j'y suis, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups. J'ai appris hier sur YouTube que YouTube avait un comité
qui se permettaient de juger si certaines vidéos devaient être diffusées ou pas. Et alors il se trouve des gens évidemment pour gueuler. Alors si ce comité existe, eh bien je tiens à préciser que c'est grâce à moi, parce que je l'ai demandé il y a plusieurs années déjà, parce que je trouve absolument scandaleux que n'importe qui puisse déposer n'importe quoi. Il y a des gens sur internet qui sont extrêmement mal intentionnés, tout le monde le sait fort bien, des gens qui véhiculent des idées qui sont vraiment nauséabondes, et le gros problème réside dans le fait qu'il existe une grosse différence entre la liberté de penser et la liberté d'expression. C'est pas du tout la même chose. Je tiens à rappeler qu'en France, les droits de l'homme sont quand même relativement bien respectés, et que si l'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être un néo-nazi dans le fond de son cerveau et d'aduler Hitler, il n'a pas le droit d'en faire la promotion. Je suis désolée. Voilà. C'est là la grosse différence entre la liberté. Oui, alors il y a des gens qui me diront le racisme est un crime. Non, le racisme c'est d'abord une opinion. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de détester son prochain, de détester, de considérer qu'une ethnie est supérieure à une autre. Non, non, vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un de penser et d'avoir certaines idées. On doit tolérer que les gens qui pensent différemment de nous puissent penser différemment de nous. Simplement, on doit tout faire aussi pour trouver les arguments et pour trouver les moyens de leur donner toutes leurs chances d'évoluer. Voilà. Et je pense pas que ce soit quelqu'un qui est raciste, xénophobe, etc., etc. Je ne pense pas que ce soit en le stigmatisant à l'extrême qu'on met les chances de notre côté pour le faire évoluer. Je crois au contraire, moi, justement à l'inverse. Je pense que plus on fait preuve de tolérance vis-à-vis de ceux qui pensent autrement que nous, plus on met les chances de notre côté de les voir bouger et de les voir évoluer. Voilà. Alors évidemment, je pense au Front National, mais je pense surtout à ceux qui ont voté Front National. Ça fait plusieurs vidéos que je dis et que j'explique que j'aimerais bien, moi, entendre des gens. Parce qu'il y a certains élus du Front National qui, avec ce qui s'est passé avec Jean-Marie Le Pen et puis les débordements, etc., et le fait qu'il y ait une scission entre le père et la fille, ont pris position et je les en remercie. Certains ont démissionné de leur poste d'ailleurs, où ils ont été élus, et je trouve que c'est très courageux de leur part. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est entendre des gens qui ont voté Front National en pensant que le Front National était vraiment un parti propre. Et j'aimerais bien entendre ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui soient assez courageux pour dire « Moi, j'ai voté Front National, je pensais que c'était un parti respectable et je me rends compte que ça n'en est rien. » Alors, pour information, on va continuer sur le sujet. Au sujet du Front National, j'ai entendu hier, j'ai lu un article, c'était qui? C'était une analyste, mais je me souviens plus exactement qui, je suis désolée. Je pense qu'elle était notamment inspirée par moi aussi, relativement à certaines remarques que j'avais faites sur leur mode de communication et sur le fait que les dérapages de Jean-Marie Le Pen ont été parfaitement contrôlés, anticipés, organisés par Marine Le Pen et par Philippot, notamment. Et ça, c'est mon intime conviction, mais ça fait très longtemps que je l'ai déjà dit, dans une de mes vidéos, et même sur le forum d'ailleurs. La crise entre le père et la fille, c'était gros comme une maison, parce que moi j'ai eu un père aussi, avec qui je n'étais pas toujours d'accord d'ailleurs, y compris sur le plan politique à une époque. Après c'est rentré dans l'ordre, mais à une époque on n'était pas du tout d'accord. Enfin, il y avait mon frère aîné et moi, surtout, qui n'étions pas d'accord avec lui. Et ensuite, il a arrêté de soutenir Jean-Marie Le Pen. Et il a arrêté d'en parler, mais il ne votait pas pour lui, ça c'est certain. Parce qu'il avait changé, tout simplement. Mais les dérapages de Jean-Marie Le Pen, de toute façon, ont donc été parfaitement orchestrés par Marine Le Pen et par le staff du Front National. Et puis, en fait, c'est une petite gâterie comment dire, ce sont des dérapages qui étaient parfaitement prévisibles et qui ont été parfaitement autorisés par la tête du Front National. Et puis maintenant, ils vont le ranger de côté, quoi, en disant on lui a donné une petite sucette pour, on a donné une sucette au petit vieux, et puis maintenant on va le ranger, et puis maintenant on va. Voilà. Alors surtout qu'on ne se trompe pas, Philippot et Marine Le Pen continueront à fonctionner avec les mêmes valeurs. Ça ne fait absolument aucun doute. Hein. C'est-à-dire que
les racines pourries du Front National symbolisées par Jean-Marie Le Pen, il faut savoir qu'elles sont infiniment plus profondes que ce qu'on voudrait bien nous faire croire. C'est-à-dire que le fait de ranger Jean-Marie Le Pen sur le côté ne suffira absolument pas à blanchir le Front National. Le Front National reste un parti absolument pas fréquentable, complètement raciste et xénophobe, quoi que vous en pensiez, et je peux vous dire que tous les gens qui soutenaient le Front National parce qu'ils adulaient Jean-Marie Le Pen comme père spirituel, continueront à voter Marine Le Pen parce que justement ils savent pertinemment que le racisme, la xénophobie, etc., restent fondamentalement des valeurs parfaitement valables au sein du Front National, même si Jean-Marie Le Pen va être rangé sur le côté. Voilà. Donc le Front National n'est toujours pas un parti respectable et ne le sera jamais. Il faut quand même être au courant de ça. D'ailleurs, là, au sujet de l'Algérie, c'est très clair. Elle a continué ce matin, j'ai lu ça ce matin, il y avait différents articles, où elle explique justement qu'au sujet des quelques dérapages qu'il y a eu suite au match de foot pendant la Coupe du Monde, elle a saisi bien évidemment l'opportunité de prêcher contre la double nationalité. La double nationalité est une chose parfaitement normale et parfaitement cohérente. Il est tout à fait normal, quand quelqu'un vient d'un autre pays et qu'il a l'intention de devenir français, qu'il le fasse de façon progressive, c'est tout à fait normal. Donc passer d'abord par la double nationalité pour que soit au bout de quelques décennies, soit la génération d'après, ceux qui sont nés sur le sol français aient envie, eux, de ne plus avoir cette double nationalité, mais d'être entièrement français, est une chose parfaitement normale et parfaitement logique. Moi, il y a un principe tout bête que j'applique toujours en ce qui concerne la politique comme le reste, c'est de ne jamais faire à autrui ce que j'aimerais pas que l'on me fasse. Et il se trouve que moi, figurez-vous, j'ai une de mes filles qui vit à Londres, qui travaille à Londres, qui est venue me voir il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ça m'a fait plaisir de la voir parce qu'elle vient pas très souvent, elle vient que 2 fois par an. Et elle n'a même pas la double nationalité. Elle travaille à Londres et elle est française, 100% française. Je crois pas, enfin je lui ai jamais posé la question pour être franche, mais elle n'a pas la double nationalité. Elle a la nationalité française. Elle travaille, elle vit, elle paye. Je suppose qu'elle paye des impôts là-bas aussi. Je sais pas exactement. Je me suis jamais posé la question, je dois dire. Mais ça n'est pas parce que vous partez vivre dans un pays étranger pour simplement travailler et avoir de quoi manger que systématiquement vous avez envie d'en épouser la culture. Moi, ma fille, elle est à Londres depuis plus de 10 ans. Elle a sa vie là-bas et elle est française qui vit à Londres et elle est de nationalité française. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle méprise le Royaume-Uni ou qu'elle est mal intentionnée vis-à-vis du pays qui l'accueille, etc. Non, absolument pas. Et moi, personnellement, les dérapages qu'il y a eu venant de certains Algériens, je les trouve regrettables, bien évidemment, et ils doivent être traités entre guillemets. Je veux dire qu'ils doivent être pris en considération. Je suis parfaitement d'accord. Mais utiliser ça pour remettre en cause la double nationalité, c'est d'une connerie absolument magistrale. Parce qu'en plus, je suis absolument persuadé, moi, que les gens qui ont foutu la merde, ils n'ont absolument rien à voir avec un problème d'intégration ou pas. C'est des merdeux, c'est des gens qui ont foutu la merde, qui ont saisi l'opportunité de foutre la merde, et puis c'est tout. C'est exactement le même genre d'individus, en fait, qui vont saisir l'opportunité de n'importe quelle manifestation dans Paris pour venir foutre la merde et casser, quoi. C'est des petits branleurs, tout simplement. Qu'ils soient algériens, qu'ils soient d'un autre pays, ça n'a rien à voir. Ça pourrait très bien venir d'un autre pays, comme ça pourrait être de bons petits Français de souche, de sécurité identitaire, qui soient bien planqués derrière, par exemple, hein, aussi, parce qu'ils en sont parfaitement capables. Alors non, c'est l'histoire de supprimer la double identité, c'est d'une connerie magistrale. Faut quand même en être conscient. Enfin donc voilà, faut quand même donc savoir que le Front National restera toujours aussi pourri. Faut juste le savoir. Voilà. Alors oui, pendant qu'on y est, non, je vais revenir. Non, on va continuer. C'est pas. Oui, alors ce matin, il m'a été reproché que, enfin, il ne m'a pas été reproché à moi individuellement, mais bon, je sais bien de qui ça vient et pourquoi. On m'a dit que François Hollande, en fait, s'était rendu au Solidays et surfait sur la réussite de l'équipe de France. Que c'était pour lui une façon
d'écarter les véritables problèmes de la France, le chômage, et qu'il était loin de la base, c'est-à-dire loin des Français. Alors je tiens juste à préciser que moi qui suis son inspiratrice, l'inspiratrice de François Hollande et de la totalité des deux gouvernements, je tiens juste à rappeler tout simplement que moi si je suis en Normandie et que si je suis toujours dans la situation où je suis, c'est notamment en partie à cause de ça, c'est-à-dire que par l'image que je renvoie, moi, de tout ce que j'observe autour de moi, ça permet justement au gouvernement et à François Hollande en particulier d'avoir le regard d'en bas, justement. Parce que je suis, moi, quelqu'un d'en bas, justement. Peut-être pas pour très longtemps, mais pour l'instant, je le suis toujours. Et je le resterai toujours quelque part. Ça fait absolument aucun doute pour ça, parce que les honneurs et tout, je suis pas... si ça doit se produire, ça se produira, mais franchement, c'est pas ce après quoi je cours, quoi. Moi, ce qui m'importe, c'est de défendre des valeurs auxquelles je crois, et il se trouve que c'est en François Hollande que je crois pour les réaliser le mieux possible, et je trouve que pour l'instant, c'est plutôt bien, quoi. Donc... je suis très satisfaite de ça. Et ce que je trouve absolument regrettable, moi, c'est de voir que je reproche souvent aux journalistes et puis aux politiques aussi, hein, mais surtout à tous les gens, parce que Internet, c'est un outil merveilleux quand on l'utilise bien, mais c'est quand même aussi un endroit où beaucoup de frustrés viennent cracher leur venin, planqués derrière des pseudos quand même, avec ils sont tous aussi lâches les uns que les autres, quoi. Donc c'est vrai que moi je travaille par vidéo interposée avec mon nom véritable, voilà, et donc on vient me traiter de débile mental, je me suis fait insulter de tous les noms. Bon, ceci dit, je suis blindée, mais bon, j'ai toujours des problèmes avec ma petite croix là. Et toujours est-il que donc, voilà ce que j'ai lu ce matin au sujet de François Hollande, qu'il en avait rien à foutre de la base, etc. etc. Je tiens quand même à rappeler que François Hollande, depuis 2 ans qu'il est au gouvernement, et ça tous les gens qui travaillent avec lui l'ont toujours dit, c'est dans tous les documentaires qui ont été faits sur lui, enfin, il n'a pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns, c'est la hantise de François Hollande que de se retrouver coupé de la base, justement. Donc c'est bien la preuve qu'il est au contraire extrêmement soucieux de ce qui se passe au sein des familles et dans le cœur des Français véritablement. Voilà. Le problème, c'est que selon l'orientation politique que l'on a, le commentaire est parfaitement malhonnête intellectuellement le plus souvent. Donc on choisit toujours de regarder le verre à moitié vide, alors qu'on pourrait le voir à moitié plein. Dès ce matin, par exemple, j'ai appris quelque chose de très intéressant. 77 500 étudiants vont toucher 1 000 € pour justement pallier à leurs 1 000 € par an, pour pallier aux problèmes pallier en partie en tout cas, aux problèmes de précarité sociale des étudiants. Voilà, 77 500. Alors évidemment, les gens qui sont pas contents vont gueuler systématiquement en disant qu'ils sont au chômage. Je sais bien, j'ai vu les chiffres du chômage. C'est vrai que c'est un problème. Mais la mondialisation, on n'est pas acteur de la mondialisation, ou on ne l'est qu'en faible partie. La mondialisation, soit on fait avec et on s'y adapte le mieux possible, donc le moins mal possible, soit on fait comme si elle n'était pas là, et donc on la prend en pleine gueule de façon infiniment plus grave. Voilà, elle est là, la mondialisation. Aujourd'hui, quand vous prenez une centaine d'entreprises, puisqu'il y avait Gattaz qui nous emmerdait ce matin là, avec son chantage de merde, c'est vraiment une fiotte ce mec-là, c'est vraiment... enfin bref. Aujourd'hui, sur une centaine d'entreprises, par exemple, qui sont vraiment florissantes et qui peuvent prétendre, qui pourraient prétendre embaucher, vous en avez, je suis sûr, environ 75 ou 80% qui travaillent à l'exportation. Vous entendez bien? Qui travaillent à l'exportation sur, je sais pas moi, peut-être 70-75% de leur chiffre d'affaires. Elle est là aussi, la mondialisation. Elle n'est pas que pour le négatif, la mondialisation. Elle est là aussi pour plein d'aspects vraiment positifs. Mais justement, pour que les entreprises françaises soient le mieux défendues à l'extérieur de nos frontières, il faut pour ça avoir une Europe qui soit forte. Et il faut que l'Europe soit forte aussi, justement, pour mieux imposer certaines lois qui notamment viennent de France, mais pas uniquement, mais d'autres pays d'Europe aussi, afin justement que ce capitalisme soit le plus humain possible. Voilà. Voilà pourquoi le discours anti-européen est profondément scandaleux,
et surtout extrêmement irresponsable. Mais ça, évidemment, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. Et j'ai oublié le nom du monsieur, du nouveau président de la Commission européenne, j'ai appris ça hier matin, et j'ai entendu le portrait qui en était fait sur France Inter, et j'ai trouvé ça très bien, parce que visiblement c'est quelqu'un de très courageux, et qui n'hésite pas du tout à sortir des sentiers battus, et donc je trouve ça vraiment bien. Pour moi, l'humanisme, il n'est pas que français, il existe dans d'autres pays aussi, et il existe, il y a des gens qui prétendent que de prêcher pour l'Europe, c'est un moyen de renier les valeurs françaises, ce qui est une grossière erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, quel que soit le pays dans le monde où vous vous trouvez, la dignité humaine, la notion de dignité humaine est une notion absolument fondamentale. La dignité humaine, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, quand un bébé naît, par exemple, de se trouver dans un pays où il va exister un état civil. Oui, je sais, en France, il y a belle lurette que c'est fait, mais pour information, il y a encore des pays dans le monde où, quand un bébé naît, il n'y a même pas d'état civil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce genre de choses. C'est avoir un toit sur sa tête, c'est, si l'on vit à la campagne, pouvoir avoir une agriculture qui soit décente et qui permette de vivre, et au minimum d'aller vendre ses denrées sur le marché de la ville la plus proche, sans être menacé par une guérilla, ou par des djihadistes, ou par je ne sais quel courant religieux qui veut s'approprier le pouvoir. Je pense à certains pays d'Afrique notamment. C'est ça la dignité humaine. Et la dignité humaine, c'est quelque chose qui est parfaitement universel. La dignité humaine, c'est une femme qui est enceinte, qui souhaiterait garder son enfant, et qui va avoir la possibilité d'accoucher en parfaite sécurité dans un endroit sécure, où s'il y a le moindre problème, sa vie ne sera pas mise en danger. C'est ça la dignité humaine, c'est manger à sa faim. C'est, si l'on est salarié, avoir un salaire qui soit minimum, qui garantisse à sa famille de pouvoir vivre. C'est ça la dignité humaine. Mais ça n'est pas une question de frontières. La dignité humaine, c'est une notion fondamentale. La liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de penser, ça, celle-là, on ne pourra pas la retirer. Hein. Même quelqu'un qu'on va coller devant le peloton d'exécution, si jamais il pense pas comme vous, il pensera pas comme vous. Hein. C'est pas, on l'obligera jamais. Oui, Florent Pagny en a fait une chanson, mais il avait parfaitement raison. Ces notions-là, elles dépassent la notion de frontière. Je veux dire, on n'en est pas les inventeurs, et Dieu merci, il y a toujours eu, notamment des artistes, qui ont toujours eu conscience de ces données absolument fondamentales, et qui traversent les frontières. Ça n'est pas français. C'est universel, et ce sont sur ces valeurs universelles que l'on doit s'appuyer justement, et qu'on doit mettre en avant justement pour se protéger de la mondialisation, afin de n'en prendre que le positif et d'éviter le plus possible le négatif. Mais pour ça, on a besoin effectivement d'une Europe forte. Voilà pourquoi le discours de Marine Le Pen est profondément scandaleux et surtout irresponsable.